Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, avec Johanna Zilberstein. Et bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, l'émission coproduite par Radio Imo et Axéo, qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on l'a déjà fait, on va le refaire, on va parler du décret tertiaire, comment optimiser sa mise en œuvre et la rénovation énergétique de vos bâtiments. Et avec nous, pour en parler, un grand habitué du bâtiment optimisé, Michael Thérom. Bonjour Michael. Bonjour Johanna. Vous êtes en forme ? Parfait. Vous avez presque votre rond de serviette sur Radio Imo. Merci. Je rappelle, pour ceux qui ne vous auraient pas encore vu, que vous êtes directeur métier génie énergétique pour le bureau d'études Axéo. Vous êtes également docteur en sciences spécialisé en génie énergétique et énergie renouvelable, membre des groupes du travail du ministère de la Transition écologique pour le décret tertiaire, animé par quelqu'un qu'on connaît aussi très bien sur Radio Imo et qu'on salue. C'est Marc Laureau. Je suis sûre qu'il va nous écouter avec grande attention pour détecter les éventuelles bêtises qu'on pourrait dire. Je sais qu'il les traque, mais heureusement, on n'en dit pas dans le bâtiment optimisé grâce à vous, Michael. On va essayer. Et aujourd'hui, on est heureux d'accueillir notre invité du jour, notre gestionnaire du jour. C'est Hamza Kousskous. Bonjour. Bonjour Johanna. Vous êtes responsable technique pour Lidl France. Alors Lidl, doit-on le présenter ? On va quand même le faire. Grande chaîne de supermarchés, présente en France depuis 88, c'est ça ? Exactement. Lidl et France, sa filiale France, c'est plus de 1500 magasins, 25 plateformes logistiques, plus d'1 million de mètres carrés de surface logistique pour les plateformes. Effectivement, le décret tertiaire, on est en plein dedans chez Lidl, on est très concernés. Tout à fait, on fait partie, je crois, des grands acteurs qui sont les plus concernés par ce texte, donc par le décret tertiaire. Et bien le décret tertiaire, comment le mettre en œuvre intelligemment, comment optimiser cette rénovation énergétique, on va en parler tout de suite et on va décrypter le sujet. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Allez, on rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté notre première émission dédiée au décret tertiaire que vous pouvez évidemment retrouver en podcast sur notre site radio.imo et sur tous vos agrégateurs, sur toutes vos plateformes de podcast, que le décret tertiaire est applicable depuis le 1er octobre 2019 et c'est un texte qui impose une réduction des consommations d'énergie aux bâtiments tertiaires. Quand on dit tertiaire, ce sont évidemment les bureaux, mais pas que, ça concerne également toute l'activité logistique, les entrepôts, les hôtels, les restaurants, tous les bâtiments dits de services. Les objectifs, c'est moins 40% avant 2030, moins 50% avant 2040 et moins 60% avant 2050. Ce décret tertiaire formalise, explicite et détaille tous ces objectifs. Selon l'étude d'impact réalisée par le ministère de la Transition écologique, sachez que la mise en œuvre des actions d'amélioration pour atteindre les objectifs réglementaires représentera en moyenne 1 800 à 2 000 euros par mètre carré. Plus de 300 000 bâtiments sont concernés, 150 milliards d'euros de travaux sur les 30 prochaines années. Voilà ce que ça devrait représenter. Les premières échéances et obligations arrivent. Elles sont cette année pour 2021. Également en 2022, les dossiers sont à déposer sur une plateforme qui s'appelle Opéra, dont vous avez forcément déjà entendu parler. Des possibilités de moduler les objectifs en fonction de la réalité des bâtiments sont évidemment possibles. Mais tout cela, nous l'avons déjà vu, je vous l'ai dit, rendez-vous sur la première émission du bâtiment optimisé dédié au décret tertiaire, radio.imo. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre sur ce sujet. Nous allons nous concentrer sur les informations essentielles à connaître pour optimiser la mise en œuvre de cette réglementation et donc optimiser la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, quelles sont les astuces à maîtriser? Quels sont les pièges à éviter aussi? On va répondre à toutes ces questions avec nos experts. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Une première question pour vous, Michael Thérom. Quelles évolutions ont eu lieu depuis notre dernière émission sur le décret tertiaire ? Alors, juste avant de répondre à votre question, là, par rapport à votre présentation du texte, l'investissement en fait, moyen qui est prévu par l'étude d'impact du ministère, c'est autour de 200 euros par mètre carré. Je vais juste J'ai rajouté un zéro. Voilà, exactement. Mais c'est bien, comme ça, la facture sera moins chère. Ce Moins sera une bonne surprise pour les gestionnaires. Exactement. Alors oui, effectivement, il y a eu un certain nombre d'évolutions réglementaires depuis notre dernière émission. Un arrêté du 24 novembre 2020 a été publié en début d'année. Et au niveau des évolutions, il y a eu un décalage qui a été prévu par les textes, notamment pour déclarer son année de référence sur la plateforme Opéra, qui était initialement prévue au 30 septembre 2021, qui a été reportée au 30 septembre 2022. La deuxième évolution, c'est que
L'année 2020, au regard de la pandémie et du fait que les bâtiments n'ont pas été utilisés de façon normale, va être une année blanche. C'est-à-dire que même si les maîtres d'ouvrage vont devoir déclarer leur consommation 2020, cette année-là ne va pas donner lieu à une notation, ce qu'on appelle éco-énergie tertiaire. Ce sont les petites feuilles vertes qu'on retrouve sur les textes. Donc gardez bien vos factures pour l'année 2020 et même pour toutes les années avant. Il y en a qui vont faire quelques recherches. Mickaël, après 6 mois, quels sont vos premiers retours d'expérience ? Alors c'est assez surprenant. On a vu effectivement de plus en plus de maîtres d'ouvrage se lancer dans cette démarche du décret tertiaire, que ce soit des maîtres d'ouvrage d'ailleurs privés comme publics, les collectivités notamment, sont aujourd'hui vraiment moteurs et il y a une vraie volonté de bien faire, c'est-à-dire de prendre la démarche, d'anticiper surtout, parce qu'effectivement il y a des objectifs là sur la première décennie, mais il faut prévoir et établir ce qu'on appelle une feuille de route pour arriver progressivement aux objectifs de gain. Petite parenthèse là-dessus, il est encore temps de le faire ou c'est déjà trop tard ? Ah non, c'est la bonne période. C'est vrai que c'est la bonne période pour se lancer. Les maîtres d'ouvrage ne sont pas du tout en retard. Par contre, effectivement, il ne faut pas attendre 2025 pour y aller. Par contre, aussi, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les projets aujourd'hui qui sont lancés sont souvent trop flous. Aujourd'hui, il y a une forme d'incompréhension au niveau des exigences réglementaires, à la fois du côté des assujettis, les maîtres d'ouvrage, mais aussi à ceux qui émettent des offres aujourd'hui qui ne permettent pas de répondre à l'ensemble de ces exigences réglementaires. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut faire très attention pour partir dans la bonne direction dès le départ. Alors justement, quels sont les pièges à éviter ? Le premier piège, c'est de penser que les objectifs de gain doivent être réalisés à l'échelle du bâtiment. Les moins 40, moins 50, moins 60 que vous présentiez tout à l'heure. En fait, la notion d'assujettissement est portée par ce qu'on appelle les entités fonctionnelles, c'est-à-dire les établissements au sein des bâtiments. Quand vous avez un bâtiment avec plusieurs copropriétaires, plusieurs locataires ou entités juridiques, ce n'est pas le bâtiment qui doit faire ces réductions, c'est chaque entité fonctionnelle qui dépend bien sûr du bâtiment. Ensuite, il ne faut pas réaliser d'audit énergétique bâtimentaire tels qu'ils existent depuis une vingtaine d'années, cahier des charges ADEME. Parce que justement, là encore, les audits énergétiques sont focus bâtiment et pas établissement, les gains énergétiques associés à chacun des établissements. Et enfin, c'est aujourd'hui des cahiers des charges qui sont aujourd'hui beaucoup trop flous pour répondre à ces exigences-là. Et donc, il faut vraiment être très attentif sur la rédaction de ces cahiers des charges avant de consulter des prestataires. C'est plutôt une bonne nouvelle que vous nous dites là quand vous nous dites que c'est à l'échelle des établissements. Finalement, ça veut dire que c'est chacun sa part et que certains n'auront pas à compenser les excès de leurs voisins. Exactement. Quand un maître d'ouvrage assujetti se retrouve avec 300 mètres carrés de surface louée au sein d'un bâtiment de 3000, ce sont ses propres consommations qu'il va devoir réduire. Par contre, il y a effectivement une interdépendance entre les différents assujettis au sein d'un même bâtiment, et notamment les actions d'amélioration qui pourraient être portées à l'échelle du bâtiment, isolation d'une toiture, changement d'un système de génération de froid ou de chaud, va impacter l'ensemble des établissements. Donc il y a quand même une interdépendance entre les acteurs. Pour les maîtres d'ouvrage qui nous écoutent, quels sont les 3 points à garantir pour bien lancer ce sujet décret tertiaire ? Le premier point, c'est s'assurer que le prestataire qui va accompagner le maître d'ouvrage a une compréhension très très fine de cette réglementation pour être certain qu'il va amener le maître d'ouvrage dans la bonne direction. Le deuxième, c'est de vérifier la qualité des études, la précision des études énergétiques qui sont dans le dossier technique réglementaire à déposer sur Opéra si le maître d'ouvrage souhaite établir un dossier technique. Dans ce cas-là, il faut vraiment imposer ce qu'on appelle la simulation thermique dynamique, qui est d'ailleurs la seule méthode de calcul permettant de regarder les gains énergétiques associés à chacune des actions à l'échelle de chaque établissement, ce qu'on appelle de faire du zonage thermique au sein d'un bâtiment. Et enfin, c'est l'engagement de résultats énergétiques, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les maîtres d'ouvrage assujettis puissent déléguer la responsabilité de la réussite des objectifs aux prestataires qui les accompagnent. Est-ce qu'il y a des points qui sont à étudier impérativement lorsqu'on s'attaque au décret tertiaire et à la rénovation énergétique des bâtiments ?
Oui, alors ce qui est très important pour les maîtres d'ouvrage, c'est de savoir qu'ils peuvent jouer collectif, notamment pour les maîtres d'ouvrage qui ont un grand patrimoine. Ils n'ont pas l'obligation de faire moins 40, moins 50, moins 60 à l'échelle de chacun de leurs bâtiments concernés par cette réglementation. Ils peuvent jouer collectif, c'est-à-dire que sur un patrimoine, mettre l'ensemble des bâtiments dans le même panier et dire, voilà, je m'engage à faire les moins 40% à l'échelle de tout mon patrimoine. Donc faire moins 20 sur un bâtiment et moins 70 sur un autre, mais en moyenne, arriver à moins 40. Même si le patrimoine est étalé sur le territoire ? Sur toute la France, oui, tout à fait. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Ensuite, c'est la possibilité d'échantillonner son patrimoine pour établir les études énergétiques des dossiers techniques de modulation. Donc on peut tout à fait prendre la règle et de la racine carrée du nombre de sites. Donc on peut tout à fait échantillonner pour minimiser le coût des études préalables. Et enfin, penser au solaire photovoltaïque, qui est, je pense, l'action d'amélioration la plus rentable, la plus efficace pour réussir ces objectifs. Ce n'est pas la seule, on ne peut pas arriver à son objectif qu'avec des panneaux solaires sur sa toiture en autoconsommation, mais c'est une des solutions, effectivement. Mais ça existe et on va demander son avis à notre invité, Hamza Kousskous. Alors déjà, qu'on plante le décor, chez Lidl, on en est où du décret tertiaire ? C'est un très grand sujet aujourd'hui On s'y est mis. auquel on s'était déjà mis, en tout cas à ce sujet. On a déjà commencé à faire pas mal d'actions, en tout cas en interne, à ce stade, étant donné que Michael avait rappelé, à la première échéance a été repoussée d'une année, ce qui nous laisse un tout petit peu le temps de bien penser les choses. Mais on a déjà commencé le travail en interne, on a monté un groupe de travail interservice pour voir déjà comment s'y prendre, pour vraiment bien préparer à la stratégie de réponse aux différentes exigences qui sont particulièrement contraignantes pour nous, pour Lidl, étant donné que pour les plateformes logistiques, en tout cas, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, on en a 25 en France, donc c'est plus d'1 million de mètres carrés de surface. Dans la plupart, on n'a pas que du tertiaire, on va dire classique. On a aussi de la logistique avec des chambres froides négatives qui sont plus énergivores par rapport aux autres chambres. Ce qui nous amène au deuxième chemin, on va dire, pas moins 40, moins 50, moins 60, mais plutôt d'atteindre en tout cas le but en valeur, donc en valeur absolue, donc d'atteindre des indicateurs de performance énergétique qui ont été spécifiés dans l'arrêté que Michael avait mentionné tout à l'heure, celui du 24 novembre 2020. Exactement. Donc celui-là, il spécifie vraiment chaque indicateur de performance énergétique, donc chaque niveau de consommation à atteindre. Je crois que ça sera sur certains cas, en tout cas pour nous, plus simple d'atteindre cet objectif que plutôt aller chercher les moins 40, moins 50, moins 60%. Donc on est particulièrement impacté aujourd'hui, mais on a déjà commencé le travail. Mais la toute première chose, même avant de former le groupe de travail, c'était vraiment d'avoir une bonne compréhension des textes. Mine de rien, ça n'est pas facile. Michael l'avait rappelé encore une fois, mais parce qu'on a eu des publications de textes sur près de 2 ans, et on en attend toujours certains textes aujourd'hui. Ça sera pour les supermarchés. Nous, aujourd'hui, on n'a pas encore de textes pour les supermarchés, mais on les attend toujours. Donc, vous savez où vous allez pour toutes les plateformes logistiques ? Alors, pour les plateformes, on a déjà très bien avancé pour le travail. On a commencé par faire un état des lieux, ce qu'on appelle énergétique. Donc, un état des lieux pour savoir déjà où est-ce qu'on se situe par rapport aux différentes exigences du décret. Là, c'est déjà fait. Donc, on continue à monter un comité de pilotage de ce projet en interne. Mais la prochaine étape, ça serait vraiment de pouvoir poser la stratégie de réponse aux exigences. Pour les supermarchés, vous avez une idée du calendrier ou... Pour les supermarchés, je ne saurais pas vous dire exactement parce que moi, je m'occupe en tout cas avec le service grand projet des plateformes logistiques, mais il me semble avoir entendu des échos comme quoi ça devait tomber dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un groupe de travail effectivement au ministère sur lequel je participe, sur notamment tout ce qui est commerce alimentaire, non alimentaire, sur lequel il va y avoir un futur arrêté qui va sortir, dans lequel on va définir ce que disait Hamza sur la partie seuil en valeur absolue qui vous concerne sur la partie supermarché, effectivement. Exactement. En dehors de l'alimentaire, pas sûr que les commerces aient été très énergivores en 2020 oui, et pour le début de l'année 2021. Hamza, quels sont chez Lidl vos objectifs, vos ambitions ? On l'a dit, vous avez des contraintes, je pense notamment aux chambres froides dont vous parliez. On ne peut pas simplement arrêter les frigos et puis éteindre les lumières. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'avait pas vraiment attendu les textes de loi pour commencer à optimiser énergétiquement parlant nos bâtiments. On a commencé
ce travail déjà il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, on a tous nos bâtiments qui sont ISO 50001. On a mis en place des gestions techniques de bâtiments un peu partout pour mieux contrôler les consommations. On a amorcé pas mal de travaux d'économie d'énergie sur les différentes plateformes. On s'intéresse à pas mal de postes qui sont les plus énergivores. Je pense au froid, je pense à l'éclairage, je pense au local de charge. Donc c'est la chambre chez nous dans laquelle on vient recharger les engins qui vont circuler dans toute la plateforme logistique. Donc on a déjà commencé le travail. Aujourd'hui, simplement, ça s'accentue parce que effectivement, on a une contrainte réglementaire qui s'est imposée. En même temps, si vous voulez, notre ambition, c'est vraiment de réduire au maximum l'impact carbone en général, donc que ce soit énergie et autres de nos bâtiments, pour être vraiment aligné donc, aux objectifs de l'accord de Paris de 2015. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime pour aider l'Europe à atteindre la neutralité carbone en 2050, aider l'Europe à atteindre 55% en 2030 de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Tout ça en étant précurseur, leader, j'ai envie de dire, et moteur dans la grande distribution sur ces différents sujets environnementaux. C'est vrai qu'on ne communique pas vraiment beaucoup là-dessus aujourd'hui parce qu'on est toujours en train d'avancer petit à petit dans les stratégies qu'on avait prédéfinies. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, en tout cas, et je vais me permettre de la citer ici, mais sur ces sujets assez particuliers de transition écologique, je préfère de loin être, on va dire, dans l'annonce des faits plutôt que dans l'effet d'annonce. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait pas mal de choses, mais on va communiquer au fur et à mesure. Si on annonce un objectif, c'est-à-dire qu'on a une stratégie derrière qui va continuer à être déployée pour pouvoir l'atteindre. Donc, anticiper et présenter des faits plutôt que des belles paroles. Exactement. C'est ça la méthode Lidl dans le décret tertiaire. C'est ça notre devise aujourd'hui, que ce soit pour le décret tertiaire ou bien pour les autres sujets environnementaux. Mais effectivement, pour le décret tertiaire, qui est un grand défi aujourd'hui, on a déjà commencé le travail, on avance petit à petit. Et je crois qu'on va pouvoir passer à la vitesse supérieure maintenant. Merci Hamza pour ces explications, ces précisions. Vous restez bien avec nous, Michael. Même chose, on va passer aux questions d'auditeurs. Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond. Comme tous les mois, eh bien, on retrouve quelques questions de nos auditeurs. Elles sont pour vous, Michael. Et la première, je suis propriétaire d'un parc de 35 bâtiments. Que dois-je faire concrètement pour engager la démarche ? Alors déjà, la première chose, c'est effectivement de se préparer à déclarer l'ensemble de ce patrimoine sur la plateforme Opéra, donc à la première échéance de cette année, au 30 septembre de cette année. Et ensuite, c'est d'aller travailler sur la définition des meilleures années de référence pour chacun des bâtiments qui composent son patrimoine. Il ne s'agit pas d'une seule année de référence pour tout son patrimoine, mais vraiment une année de référence par bâtiment. Ensuite, c'est de travailler sur un cahier des charges précis pour pouvoir consulter des prestataires si les maîtres d'ouvrage souhaitent accompagner. Et voilà, je reviens sur cette notion de cahier des charges à l'échelle de l'établissement, c'est vraiment fondamental. Et ensuite, c'est de planifier les actions à mettre en œuvre pour lisser surtout les investissements dans le temps. On a le temps puisqu'on a 10 ans, mais effectivement, ça se prévoit. Et ce qui impacte aujourd'hui les maîtres d'ouvrage, c'est de pouvoir budgéter annuellement les investissements permettant d'atteindre progressivement les objectifs. On va en prendre une deuxième parce que je pense qu'elle intéressera beaucoup de nos auditeurs. J'ai entendu dire qu'il était possible de moduler les objectifs réglementaires. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? En fait, la modulation des objectifs, effectivement, est quelque chose qui est prévu par la réglementation. C'est pour prendre en compte un certain nombre de paramètres qui feraient que les objectifs seraient impossibles à atteindre pour un certain nombre de maîtres d'ouvrage ou de bâtiments. Le premier levier de modulation, ce qu'on appelle les indicateurs d'intensité d'usage, c'est la prise en compte en fait, du fait que le bâtiment va évoluer dans le temps, entre aujourd'hui et 2030. Et par exemple, une densification du nombre de personnes, qu'on retrouve dans le bureau d'ailleurs avec le flex office. Chaque personne, on consomme tous un petit peu avec les ordinateurs. On est tous effectivement des chauffages de 80 watts. Et du coup, on a un impact sur notamment la climatisation en été. Donc plus on est dans un bâtiment, plus on consomme.
Ensuite, ce sont les contraintes techniques et architecturales. Des fois, ce n'est pas possible de mettre un certain nombre d'actions. Et donc, il est possible d'enlever une partie de l'économie qui aurait pu être faite, mais comme ce n'est pas possible de la mettre en place, on la soustrait à l'objectif de gain. Et enfin, ce sont les actions qui sont vraiment pas rentables, c'est-à-dire avec des temps de retour trop importants. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une dérogation de l'objectif, c'est une réduction de l'objectif parce que ces actions ont des temps de retour beaucoup trop longs. Et ça, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Michael, pour toutes prie. ces explications. Michael Théram, directeur métier génie énergétique pour Axéo. On était ravis de vous accueillir et je vous dis évidemment à très bientôt pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Le temps de dire au revoir à notre invité du jour, notre gestionnaire du jour, Hamza Koskous, responsable technique pour Lidl France. Merci beaucoup, Hamza, d'être passé par chez nous. Merci à vous pour l'invitation. À très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en podcast dès à présent. Et j'en profite pour vous rappeler très rapidement que si le sujet du décret tertiaire vous intéresse, il y aura un grand webinaire organisé par Axéo, présenté par Michael Théram ici présent. Ce sera le 30 avril 2021 à 14h. Décret tertiaire, les dernières informations à connaître, les pièges à éviter, les opportunités à saisir. C'est tout ce qu'on s'est dit, mais en un peu plus long, en un peu plus détaillé. Alors n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.